Et on commence ce journal avec cette triste nouvelle. Un soldat de Tsahal a été tué lors d'affrontements avec des terroristes du Hezbollah dans le sud de Liban. Il s'agit de Aviad Elhanan Valensky, 21 ans, engagé dans une unité combattante qui est tombée hier lors d'échanges de tirs entre le Hezbollah et Tsahal. Selon les premières informations, les forces israéliennes ont repéré plusieurs terroristes dans leur zone d'opération avant que les combats s'engagent. Au cours de l'affrontement, le soldat a été tué et plusieurs terroristes du Hezbollah ont été neutralisés. 4 autres soldats ont été blessés au cours des affrontements. Et les tirs de roquettes venant du sud-Liban ont fait, une victime dans la ville de Naharia. Il s'agit de Ori Peretz, 43 ans, qui a été tué lors de l'impact direct d'une roquette du Hezbollah hier après-midi, donc dans la ville de Naharia. Il était propriétaire d'un café bien connu en ville, à proximité de la mairie, marié, père de 3 enfants âgés de 8, 6 et 4 ans. Selon les premiers éléments, il circulait à vélo au moment de l'alerte. Il a tenté de rejoindre un abri dans un immeuble voisin sans y parvenir à temps. L'armée israélienne annonce avoir éliminé, un commandant du Hezbollah responsable notamment de tirs de missiles anti-chars contre des forces israéliennes. Selon Tsahal, cet homme jouait un rôle clé dans la coordination des attaques sur le terrain, en particulier contre les unités engagées au sud Liban. Une frappe précise, basée sur des renseignements, qui s'inscrit dans une stratégie claire, neutraliser les responsables directs des attaques contre Israël. Depuis déjà plusieurs semaines, l'armée multiplie ce type d'opération pour affaiblir les capacités du Hezbollah, notamment ses unités spécialisées dans les tirs de missiles et les attaques rapprochées. Et pendant que les combats se poursuivent au nord, le front iranien continue de s'intensifier avec Tsahal qui a mené plusieurs vagues d'attaques contre des sites de production d'armement du régime iranien. Selon l'armée, plus de 150 munitions ont été utilisées pour viser des infrastructures clés du programme militaire. Parmi les cibles, les installations utilisées pour fabriquer des armes destinées notamment aux groupes terroristes dans la région, mais aussi des systèmes de défense aérienne. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie désormais assumée, affaiblir durablement les capacités militaires de l'Iran. Selon plusieurs analyses, Israël concentre désormais ses efforts sur l'appareil industriel militaire iranien pour réduire sa capacité à produire missiles et armements sur le long terme. Le chef de l'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a lui tiré la sonnette d'alarme lors d'une réunion avec les membres du gouvernement. En effet, selon lui, l'armée israélienne risque de s'effondrer sur elle-même sans décision rapide. En cause notamment l'épuisement des réservistes, mobilisés déjà depuis plusieurs mois. Le général estime qu'ils ne pourront pas tenir ce rythme indéfiniment. Il appelle donc à des mesures urgentes, élargir la conscription, renforcer les effectifs et adopter l'armée à une guerre longue. Et en réaction aux propos du chef de l'état-major, Yair Lapid a mis lui aussi en garde contre ce qu'il qualifie de désastre sécuritaire imminent. Selon lui, l'armée serait en train de s'effondrer avec plusieurs signes rouges qui auraient été déjà activés. Lapid évoque une situation critique, un manque de soldats, des réservistes épuisés, puis parfois engagés pour une 6e ou 7e rotation. Il accuse également le gouvernement de conduire une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie claire ni moyens suffisants. Et il prévient, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Sur le front juridique, un nouveau bras de fer s'ouvre autour de la conscription justement des orthodoxes religieux avec la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, qui a demandé à la Cour suprême de bloquer la prolongation de la loi permettant aux ultra-orthodoxes d'éviter le service militaire au profit d'un service civil. Selon elle, ce dispositif porte atteinte au principe d'égalité et ne répond pas aux besoins urgents de l'armée en pleine guerre. Elle estime donc que cette loi crée de facto une voie alternative au service militaire, alors même que Tsahal fait face à un manque critique de soldats. Et au milieu de cette actualité difficile, un signe que la vie continue malgré tout en Israël. Avec à Tel Aviv, un bébé qui est né à domicile en pleine alerte
Quelques instants après l'accouchement, le nourrisson et sa mère ont dû être donc évacués en urgence vers un abri public. Une scène devenue presque irréelle, mais qui dit beaucoup sur la situation actuelle des sirènes, des courses vers les abris et au même moment, une naissance. L'enfant a finalement été pris en charge et se trouve maintenant en sécurité. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 27 mars 2026 et même si l'heure d'été est rentrée en vigueur en Israël, l'été n'est pas encore là. Il fera encore froid aujourd'hui avec des pluies sur l'ensemble du pays demain. Moins de pluie, mais les températures resteront tout de même assez basses. Il fera aujourd'hui jusqu'à 18 degrés à Haïfa, 19 à Tel Aviv, 13 degrés à Jérusalem, 18 à Beersheva et 23 à Eilat. Et nous allons parler à présent de morale de la population, de personnes âgées, de résilience et un peu de tourisme. Tout cela avec notre invité Avraham Azoulay. Bonjour Avraham. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Avec cette semaine, on t'a vu pas mal sur les réseaux sociaux, avec une petite vidéo qui a fait beaucoup de vues. On te voit marcher dans Jérusalem. Hein. D'ailleurs, c'est très pastoral comme ça, avec très calme. Et tu parles un peu de la situation et du moral de la population. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu as voulu faire cette vidéo en fait ? J'y ai pas pensé. Tous les matins, je me balade dans la Taïlette. Vous savez, une petite promenade à côté de Hachoma. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que de voir du vert, de voir le bourgeonnement, le printemps, les amandiers, ça calme. Alors j'ai dit pourquoi pas. C'est vrai. En fait, ça permet de faire un peu d'ordre dans ses idées. D'accord. Il faut quand même déconnecter du téléphone. Mais là, j'ai fait exception. J'ai pris mon téléphone et je me suis filmé parce que j'ai pensé à des choses. À quoi, en fait, je suis beaucoup en contact avec les personnes âgées. Vous l'avez dit, par rapport à mon métier, dans le voyage, dans les livres, j'ai écrit des livres pour les gens. Donc, je ne vois que des personnes qui ont 60 et plus. Jusqu'à 100 ans. Le dernier à qui j'ai écrit un livre, Paul, il a 100 ans. Et donc, je les entends, et c'est vrai qu'ils ressentent beaucoup de solitude et d'angoisse. Et de pression aussi, non ? Et de pression. Mais par rapport à la situation. Enfin, toute la population, mais encore plus peut-être cette population. Mais les personnes âgées, beaucoup plus. C'est vraiment traumatisant. D'abord, le bruit des alarmes, courir, le temps, le timing. Ils ne sont pas comme nous, on prend notre temps, comme si c'était quelque chose entre deux. Là, vous voyez, Olivier, je suis arrivé, on a eu déjà 2 ou 3 alertes en chemin. Bon, on s'arrête, on fait... Eux, non. Il faut quand même penser à eux en particulier, eux et les enfants, bien sûr. À mon avis, il y aura beaucoup de travail après au niveau des psys par rapport au traumatisme. Et donc, j'ai fait une petite vidéo, une manière comme ça pour en parler, pour dire que finalement, ils s'accrochent, eux. Mais que cette situation, je l'ai dit comme ça en passant, mais elle sera pire si on la repousse. J'ai comparé ça à une vraie maladie, à un cancer, où on va voir quelqu'un et il vous dit, vous avez un cancer, et il ne va pas vous dire, revenez dans un an, on en reparle. C'est-à-dire quand tu parles de la situation, c'est-à-dire de cette menace iranienne et autres, d'autres pays, si on ne s'en occupe pas maintenant, ça viendra plus tard. Ça viendra pas plus tard, ça viendra plus tard, plus grave encore, ça va être pire. Là, on a quand même beaucoup de chance. Il faut dire Toda. Je ne vais pas vous faire une séance de Dvar Torah, mais il faut dire Toda à quoi ? On a l'armada américaine de l'oncle Donald qui s'est ramené. Il ne va pas revenir l'année prochaine si ça reprend. Vous avez vu le temps que ça a pris ? Donc il est là. On a une armée au top. Tout est réuni pour en finir avec le monstre. On ne va pas dire maintenant quand est-ce qu'on finit, c'est quoi la stratégie de sortie, comme j'entends dans certaines chaînes, sûrement pas chez vous à Kalita. Mais... il faut aller, ce que j'ai dit, jusqu'au bout. Et les personnes âgées, ça va vous étonner, mais ils m'ont appelé, envoyé des messages. Vous avez raison, Avraham, on a besoin d'être renforcés, c'est vrai, mais on pense comme vous, jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts à arrêter. Parce que sinon, dans 1 an, 2 ans, nos enfants, et vous en savez quelque chose avec l'armée, ils repartent sur le front. Il faut aller jusqu'au bout. Ben,
quand même, c'est vrai, tout ce que tu dis, on se tutoie, hein, c'est mieux quand même. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est quand même une situation très angoissante pour les personnes âgées, pour les familles, les enfants qui sont à la maison. Et comment on fait quand même pour garder le moral quels sont tes conseils? Alors, je suis mal placé pour parler parce que moi, je suis actif. Mais par exemple, une maman avec des petits, c'est l'angoisse. Les gens du Nord, par exemple, je ne cite pas Enrico Macias, mais les gens du Nord subissent quelque chose d'impensable. À ce propos, je pense qu'au niveau du gouvernement, que je soutiens, et on le sait, on devrait faire quelque chose pour les gens du Nord. On ne peut pas dire, ça fait un mois qu'ils reçoivent avec 15 secondes de timing pour pouvoir se protéger. C'est impensable. On devrait quand même en faire revenir, leur donner un bol d'air. Peut-être on devrait dire à toute la population, comme nous, de Jérusalem, on est un peu privilégiés. On n'a que 2-3 alertes par jour, donc on est privilégiés par rapport à Tel Aviv. Mais par rapport au Nord, on devrait ouvrir nos portes peut-être et accueillir des familles, accueillir des jeunes, accueillir des enfants. Il faut se repenser. Je critique pas le gouvernement, mais à ce niveau-là, on peut pas dire, on va finir la guerre avec le Liban. À mon avis, le Liban va durer plus que l'Iran, parce que l'oncle Trump, il est plus pressé de finir avec l'Iran, et pour le moment, il a fermé les yeux, là aussi c'est un miracle, avec le Liban, et c'est bien. Il faut qu'on fasse pareil, jusqu'au bout. Alors, on a parlé un peu des chaînes de télévision, des téléphones et des écrans sur lesquels on est vraiment accro en ce moment. Comment on peut gérer ça? Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a un besoin d'être informé, surtout de savoir s'il va y avoir une alerte ou pas, les attraits hautes, etc. Et de l'autre côté, cette addiction aux écrans, c'est quelque chose qui est très néfaste. Alors, comment on arrive à faire la balance entre ça et ça? D'abord, on ne peut pas gérer un problème pendant qu'on est dans un gros problème. On ne va pas dire aux gens, sortez votre téléphone, c'est vraiment pas le moment. À part les alertes, les gens ont besoin d'informations, ont besoin tout le temps de savoir et ont besoin de trouver un peu d'espoir dans les informations. Ça, à ce niveau-là, si on doit changer, c'est aller vers des chaînes qui vous donnent un peu plus le moral que d'autres. Ouais. Il faut choisir ces chaînes. Voilà. Aujourd'hui. Il faut choisir le bon numéro. Je ne vais pas citer les numéros. Mais Studio Qualita, quoi. Voilà. Alors, Qualita, bien sûr, en premier, avec Daniel Haïk, qui est le spécialiste de l'information et de la bonne information. Et bien sûr, Olivier, Cathy. Ça redonne la pêche. Et c'est vrai. Je le dis en souriant, mais il faut aller voir des chaînes qui vous redonnent la pêche. Pas des chaînes qui vous donnent la shrena et vous avez envie de tout balancer. Et deuxièmement, c'est voir des gens. Et je vous dis, le problème de la solitude chez les personnes âgées est très important. Si chacun pensait au moins à une personne âgée, allez, je vais l'avoir un quart d'heure, asseyez-vous avec, souriez, rigolez, parlez d'autre chose, ce serait déjà beaucoup. Et c'est ça, c'est le lien humain. Moi, je le vois à travers les vacances. Les gens, quand on s'occupe d'eux, quand on leur parle, quand on les écoute, même un peu, ils sont heureux. Et on a besoin tous de ce contact humain. Alors justement, tu nous as parlé des vacances. On sait que tu organises depuis déjà quelques années des excursions, des séjours pendant Pessah, pendant les fêtes. Pessah arrive. Alors d'abord, il n'y a pas de touristes de France ou de l'étranger qui vont arriver cette année, ce qui est très compliqué pour les hôtels, pour certains. Et puis aussi, il faut le dire, il y a certaines personnes qui habitent en Israël qui ont peur de faire des voyages jusqu'à Eilat. Alors comment ça se passe? On est confronté à ce que tu as dit, la peur, l'appréhension et le problème des avions. À part les gens qui devaient venir de France et qui ne peuvent pas venir, mais il y avait ceux qui sont d'Israël, qui sont partis, mais qui ne peuvent pas revenir non plus. Donc ça fait une perte sérieuse. Et les personnes aussi qui ont peur aussi de faire le voyage jusqu'à Tout à fait, le bus. Même... Alors bien sûr, j'organise un bus pour les faire venir. Mais bon, je ne suis pas un héros. Si ça arrive pendant le chemin, 60 ou 50 personnes à sortir du bus et les faire allonger, ça va être épique. On filmera, comme ça vous aurez quelque chose de sympathique. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension, c'est vrai que la Parnassa, elle a pris un coup pour tout le monde, pas que pour moi, parce qu'il y avait des voyages après qu'on annule. Ouais. Bon, c'est le prix à payer. Mais croyez-moi, et je ne le dis pas pour faire du zèle, moi, personnellement, je suis prêt à payer le prix de la Parnassa 1 mois, 2 mois, 3 mois
pour que nos enfants, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils remettent pas ça sur le terrain. Il y en a marre. Faut aller jusqu'au bout. Ça fait, depuis 48, on fait des guerres, on nous fait des cessez-le-feu, on nous fait des pourparlers qui sont sans lendemain, on le sait très bien. Cette fois-ci, on n'a pas de pression. On a l'Amérique à nos côtés. Faut y aller jusqu'au bout. Même pour le Nord, d'ailleurs. Le Nord, personne, même Macron, il peut s'agiter. Ça ne touche plus personne. Pour finir, s'il te plaît, je vais te dire un truc. Je trouve que le pays, le gouvernement, Tsahal, depuis le 7 octobre, on s'est quelque part libéré. On est redevenu nous-mêmes. On n'a plus peur de nos actes. On n'attend pas d'être embêté pour attaquer. On va tranquillement, non plus se défendre, mais attaquer. Et ça, c'est du nouveau en Israël. Très bien, merci beaucoup pour ces paroles qui nous donnent comme ça un boost de morale. C'est important dans cette situation. Et comme tu as dit, ça je le retiens, si on a des personnes âgées autour de soi, pensez à elles, appelez-les, allez leur rendre visite. Et puis aussi, on se retrouve à Eilat cette année. Ah ben si tu viens, avec plaisir. Merci beaucoup, Abraham. Toda. Et Chag Sameach. Chag Sameach. Et à la une de la presse israélienne ce matin, une sonnette d'alarme tirée par le chef de l'état-major de Tsahal. C'est le Yediot Ahronot, comme d'autres journaux, ce matin, qui reprennent en première page les déclarations d'Eyal Zamir. Sans changement immédiat, l'armée pourrait s'effondrer sur elle-même. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'état-major devant les membres du gouvernement. Dans un contexte de guerre sur plusieurs fronts, il alerte sur une crise majeure des effectifs. Selon Tsahal, il manquerait donc aujourd'hui environ 15 000 soldats, dont près de 8 000 combattants. En cause, l'absence d'un accord sur la conscription des ultra-orthodoxes, le poids des réservistes et une guerre qui s'installe dans la durée. Le chef d'état-major est très clair, les réservistes sont à bout, certains en sont à leur 6e ou 7e mobilisation. C'est ce qu'il explique ce matin dans le Yediot Ahronot. Et Amichai Attali dénonce, lui, ce matin, toujours dans ce quotidien Yediot Ahronot, ce qu'il qualifie d'acte anti-sioniste. Il décrit la réalité des réservistes, des hommes de 40, 45 ans, avec des familles, des entreprises qui repartent au front encore et encore, sans logique, dit-il, sauf le sens du devoir, de la solidarité et des valeurs. Et selon lui, ce modèle atteint ses limites. Il accuse directement le pouvoir politique d'exploiter cette fidélité sans limite du camp qui sert. Des soldats qui continueront à répondre présents jusqu'à l'épuisement, selon Amichai Attali. Pendant ce temps, écrit-il, des dizaines de milliers de jeunes échappent encore à la conscription. L'éditorial qui met des mots sur un malaise profond, celui d'une société mobilisée, mais de plus en plus à bout. Alors que les rumeurs de cessez-le-feu se font de plus en plus persistants, Israël coordonne ses positions avec plusieurs pays du Golfe. C'était les révélations du Israël Hayom ce matin. Et il nous apprend que des contacts directs à haut niveau sont en cours pour peser sur les négociations donc en cours à Washington. Objectif, éviter toute trêve sans garantie solide. Ces pays avec Israël posent donc des conditions très claires, le démantèlement du programme nucléaire iranien, la limitation du programme de missiles et la fin du soutien aux organisations terroristes dans la région. Selon le Israël Hayom, la ligne est ferme, la guerre ne s'arrêtera pas tant que la menace iranienne ne sera pas neutralisée. Et dans ce climat de tension politique et sécuritaire, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett est hier sorti du silence. Et dans une interview à plusieurs chaînes de télévision, il a accusé le gouvernement de mettre la politique avant la sécurité, alors que l'armée, selon lui, manquerait de 20 000 soldats. Bennett appelle à un changement de cap et affirme vouloir remplacer Benjamin Netanyahou. Il assure aussi de ne pas vouloir siéger avec certains ministres de la coalition. Autre point clé de cette interview donnée à plusieurs chaînes de télévision,
Il exclut également toute alliance avec les partis arabes et les partis ultra-orthodoxes. Un positionnement clair à quelques mois d'échéance politique qui pourrait rebattre les cartes. Ce qui nous emmène au sondage publié par les grandes chaînes de télévision hier soir, et comme la chaîne 12 qui nous apprend que sur un plan politique, la situation reste totalement bloquée. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, aucun camp ne pourrait former une coalition sans les partis arabes. C'est ce que nous a expliqué hier soir Amit Segal sur la chaîne 12. La coalition actuelle tomberait à 52 sièges et l'opposition ne disposerait pas non plus d'une majorité. Et par contre, une majorité d'Israéliens souhaitent, eux, poursuivre la guerre. 60% soutiennent la poursuite des combats contre l'Iran et 67% veulent continuer face au Hezbollah. Autre enseignement, pour une grande partie de l'opinion, la victoire passe par des objectifs très clairs. La chute du régime iranien ou la neutralisation de son programme nucléaire. Puis autre sujet dans la presse de ce matin, les violences commises par des jeunes des implantations en Judée-Samarie contre des Arabes des territoires. C'est le Yediot Ahronot qui en parle par la voix de Haggai Louber qui a perdu son fils lors des combats à Gaza après le 7 octobre et il rappelle une ligne rouge. On peut mener une guerre dure contre ses ennemis mais jamais s'en prendre à des civils innocents. Selon lui, frapper un homme uniquement parce qu'il est arabe n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est une faute morale. Et il insiste, ce n'est pas une question d'image à l'international, ni de pression politique, c'est une question de valeur. Car pour ce père endeuillé, la vraie force d'Israël ne réside pas seulement dans sa puissance militaire, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses principes, même en temps de guerre. Et la presse israélienne rend aussi ce matin un dernier hommage au sergent-chef Ori Greenberg, 19 ans, qui était combattant dans la Sayeret Golani et qui est tombé au combat au sud Liban. Ses funérailles ont eu lieu hier à Jérusalem en présence de sa famille, de ses proches et de nombreux anonymes. Sa famille a fait le choix de donner ses organes, un geste de vie au cœur du drame, écrit ce matin le Israël Hayom. Moment particulièrement fort de l'enterrement, son père a parlé d'un garçon déterminé, engagé. J'ai eu le privilège d'être le père d'un héros, a-t-il déclaré hier. Et nous terminons cette revue de la presse par une affaire d'espionnage pour le moins insolite. Et c'est le site Israji qui nous en parle ce matin, une affaire qui est à la fois sérieuse et loufoque. Un officier de réserve de l'armée de l'air israélienne est accusé d'avoir transmis des informations militaires ultra sensibles, non pas à un ennemi, mais à une plateforme de paris en crypto-monnaie. Selon l'acte d'accusation, il informait un complice de frappe imminente de Tzal, notamment en Iran et au Yémen. Objectif, miser à l'avance et empocher des gains. Plusieurs reprises, les deux hommes auraient aussi gagné des dizaines, voire des centaines de milliers de shekels. Un scénario aussi simple qu'inquiétant, des informations qualifiées utilisées pour parier sur des événements militaires en temps réel. Les deux hommes sont aujourd'hui poursuivis pour transmission de secrets d'État, corruption et espionnage aggravé. Des nouvelles lois concernant le divorce ont été votées cette semaine à la Knesset. Alors de quoi s'agit-il et surtout de quelle manière cela va influencer les couples qui sont en train de divorcer? Pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio Cathy Bisraor Ayash. Bonjour Cathy. Bonjour Oli. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Tohanet Rabbanit. Peut-être en quelques mots nous rappeler ce que c'est une Tohanet Rabbanit. Tohanet Rabbanit, on peut traduire rapidement avocate rabbinique. Qui s'occupe en fait de tout ce qui concerne les tribunaux rabbiniques. Pour parler en une minute, c'était une profession qui était interdite aux femmes il y a à peu près 35 ans. Ah ouais. C'est arrivé au Bagatz, évidemment, et le rabbin Ovadia Yosef et le rabbin Mordechai Eliaou n'ont pas laissé le Bagatz décider et ont dit elles veulent devenir Tohanet Rabbanit, avocate rabbinique. Il y a là, c'est comme ça qu'il y a des Tohanet Rabbanit. Ouais. Alors, on va parler justement d'une loi qui est vraiment toute récente puisqu'elle a été votée cette semaine à la Knesset. Concernant les divorces, et peut-être que vous allez nous le dire dans un instant,
est-ce que c'est une révolution ou pas? Mais en tout cas, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les grandes lignes de cette loi? Mais il y a plusieurs lois qui ont été votées. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un changement dans l'approche législative, en fait, en Israël, sur tout ce qui concerne le divorce. On peut presque parler de révolution. Comment ça s'est passé? À mon avis, oui. Et comment ça s'est passé? C'est très intéressant. C'est que c'est pas passé la Knesset qui a décidé toute seule. Il y a eu vraiment un travail de collaboration entre la Knesset et les tribunaux rabbiniques et la direction des tribunaux rabbiniques et les rabbins et les organisations de femmes. Vraiment un travail. Certaines lois sont soutenues par tout le monde. Certaines lois, comme celle qui est passée cette nuit, est plus problématique. Mais si je peux dire rapidement les directions de cette loi pour répondre directement à votre question, l'objectif, c'est de faciliter la procédure de divorce et d'empêcher que les procédures de divorce durent trop longtemps. C'est ça les grandes lignes. Ensuite, on rentrera dans les détails, mais c'est ça les grandes lignes. La loi qui a été votée, elle permet, si vous voulez, elle élargit la prérogative des tribunaux rabbiniques qui peuvent s'occuper désormais de toutes les questions de conflits financiers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En dehors même des divorces. C'est-à-dire, vous avez un conflit avec votre voisin. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous adresser au tribunal rabbinique. C'est plus de force au tribunal rabbinique. Beaucoup plus de force au tribunal rabbinique. Maintenant, il faut mettre quand même une parenthèse, un bémol, c'est qu'il faut l'accord des deux. C'est-à-dire que pour le divorce, vous êtes obligé pour le guet d'arriver au tribunal rabbinique, il n'y a pas d'autre choix. Mais sur cette loi qui a été votée hier, l'arbitrage en ce qui concerne les questions financières, toutes les questions financières possibles, ça peut être des questions de quelques centaines de shekels comme des questions de centaines de millions de shekels, il faut que les deux soient d'accord. Alors, on va reparler des tribunaux rabbiniques face aux tribunaux, on va dire, civiques. Maintenant, concrètement, ces lois, est-ce qu'elles aident les couples qui sont en procédure de séparation, qui sont en train de divorcer? Absolument. Je vous donne l'exemple de 2 lois. Il y en a énormément qui ont été votés. Encore une fois, en moins de 5 ans, vous avez vraiment presque... c'est pas des nouvelles lois, ce sont des corrections des lois qui existaient. Il y a une loi de 1953 qui gère toutes les questions de divorce. Et tout ça, ce sont des corrections de la loi ou des ajouts de la loi. Il y en a au moins une dizaine d'ajouts. Mais je vous donne 2 exemples pour montrer que ça peut... Le premier exemple, c'est tout ce qui concerne le problème du higoun, du refus du guet. Jusqu'à présent, tout était dirigé... Il y a énormément de lois qui ont déjà été votées pour que l'homme ou la femme, d'ailleurs c'est également la femme qui refuse de recevoir le guet, il y ait des sanctions très sérieuses. On s'est aperçu en fait que très souvent dans les problèmes très très graves de refus de guet, c'est pas seulement le mari qui est en question, c'est l'entourage du mari. C'est les parents qui financent, c'est les rabbins, c'est la communauté qui influence, et surtout dans les cas de l'étranger, souvent dans les cas de l'étranger, vous avez des cas où en fait le mari dit, moi si le rabbin me dit que je donne si mon père me dit, je suis d'accord de donner. Et on a eu beaucoup de cas comme ça, où en fait on pouvait rien faire parce qu'il y avait des problèmes. Et donc cette loi a été votée en août dernier, une loi qui est révolutionnaire, qui dit aujourd'hui, si on s'aperçoit, si on a la preuve qu'il y a quelqu'un, quel qu'il soit, qui oblige et qui impose à l'homme ou à la femme de refuser de donner ou de recevoir le guet, en fait, c'est une question de higoun, eh bien, on peut s'adresser contre lui. Et quelques semaines après qu'on ait eu cette loi, Olivier, vraiment, je crois 3 semaines, comme on dit, Mina Shamayim, on a eu une histoire de refus de guet qui durait depuis 11 ans. Et le rabbin qui est de New York et qui était de Satmer, qui s'opposait au divorce, qui disait au mari ne donne pas le guet, non seulement, mais il avait donné à Eter Nisuim, c'est-à-dire qu'il avait permis au mari de se marier une deuxième fois. On a appris par hasard, mais il n'y a pas de hasard, que ce rabbin-là est arrivé en Israël. Et on a fait une procédure juridique de plusieurs mois. La haute cour rabbinique a été avec nous. Ils ont été à la Cour suprême Satmer, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils ont été à la Cour suprême, qui était également avec nous. Et en fin de compte, au bout de quelques mois, on a eu cette femme qui attendait depuis 11 ans, qui était également de Satmer, a eu le guet. Donc ça, c'est le premier exemple de cette loi. Une deuxième loi qui, à mon avis, intéressera chaque personne qui est dans le divorce. Cette loi impose aux tribunaux rabbiniques de ne plus accepter que des dossiers durent pendant des années. Parce qu'on s'aperçoit que quelquefois, il y a des gens qui vous disent « Non, moi je veux donner le guet. Mais je veux ci, je veux ça, je veux ça. » Et les tribunaux rabbiniques convoquent une première fois, convoquent une deuxième fois. Et des histoires qui durent depuis des années. Aujourd'hui, nous, on voulait, les organisations de femmes, que ça soit maximum 2 ans et demi. En fin de compte, c'est... Aujourd'hui, 4 ans, c'est beaucoup également, mais au bout de 4 ans, et ça, chacun qui nous écoute doit savoir, un dossier ne peut pas durer éternellement au tribunal rabbinique. Au bout de 4 ans, il faut qu'il y ait une décision de toutes les manières. C'est-à-dire que si au bout de 4 ans, le tribunal rabbinique n'a pas saisi, etc., eh bien, c'est le tribunal rabbinique et on peut faire appel à la Cour suprême. Il doit faire ce qu'on appelle riyuv get, imposer à l'homme de donner le guet, etc. Et je pense que ces règlements internes, cette loi est
très importante parce qu'on a eu énormément de dossiers qui duraient depuis des années. C'est pas acceptable, évidemment. Alors, certaines lois, vous nous les avez dit, en tout cas, certaines lois ne sont pas... certaines, on va dire, organisations de défense de femmes ne les acceptent pas. Pourquoi ? Quel est, d'après vous, le problème par rapport à ça ? D'abord, c'est une question passionnante, parce que moi-même, je fais partie d'une organisation de femmes, et les organisations de femmes sont divisées sur ce sujet. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fin de compte, derrière cette histoire, il n'y a pas seulement le fond du sujet. D'accord ? Il y a une question idéologique. Vous avez des organisations de femmes qui se situent sur un échiquier politique idéologique, qui ne veulent pas que les tribunaux... D'abord, ils veulent que les tribunaux rabbiniques disparaissent. Okay, c'est tous ces gens qui disent oui. Il y a plusieurs partis politiques qui représentent cette idée, qu'il n'y ait plus de divorce, de guet, enfin que le divorce soit uniquement civil, que chacun fasse un petit peu ce qu'il veut. Et donc, ils disent... Les tribunaux rabbiniques doivent disparaître. Ouais. Et donc, quand vous dites les tribunaux rabbiniques doivent disparaître, il n'est pas question de donner encore des prérogatives aux tribunaux rabbiniques. Et donc, toutes ces lois qui, en fin de compte, ont aidé à faciliter le divorce, en même temps, si vous voulez, elles donnent une prérogative au tribunal rabbinique. Elles donnent de la force au tribunal rabbinique. Cette fameuse loi dont on avait parlé également avec vous il y a quelques années, cette loi qui permet aux tribunaux rabbiniques d'intervenir même quand quelqu'un n'est pas israélien ou n'est pas israélienne, ça donne une force énorme au tribunal rabbinique. Donc, ils ne voulaient pas pour pas donner la force. Donc, si vous voulez, si je résume rapidement, les organisations de femmes qui sont opposées, alors c'est sûr qu'elle trouve des raisons, mais la raison essentielle, d'ailleurs, elles le reconnaissent, ce sont des raisons politiques et idéologiques, c'est leur droit d'ailleurs. Nous, si vous voulez, et qui pensons que il faut que le moyen de régler des problèmes dramatiques, c'est d'aller main dans la main. Ça c'est non seulement mon optique, mais de plusieurs organisations de femmes, d'aller main dans la main avec les tribunaux rabbiniques. C'est ce qu'on a fait, moi, depuis que je suis dans ce monde-là. Le fait d'avoir une coopération avec les tribunaux rabbiniques, ça nous a permis de sauver des centaines et centaines de femmes. Et donc, on estime que oui, lorsque cette coopération avec les tribunaux rabbiniques, même si ça donne de la force aux tribunaux rabbiniques, eh bien, c'est oui positif parce que ça permet d'aider. Mais justement, parce que quand même, il faut dire que, alors vous allez peut-être nous le dire, qu'il y a eu un changement des tribunaux rabbiniques, mais c'est vrai que l'image des tribunaux rabbiniques, il y a quelques années, c'était des tribunaux qui étaient, on va dire, assez réactifs, réactionnaires. C'est ça, réactionnaires, plutôt penchés plutôt vers le mari, avaient donné moins d'importance à ce que les femmes disaient. Est-ce que vous voyez une évolution dans ça? Alors, je vais vous dire, moi, avant d'être Tohénette Rabanit, j'étais, vous savez, journaliste. Oui, et je pensais exactement ce que vous disiez. Exactement. Pour moi, les tribunaux rabbiniques, c'était ne pas s'approcher, d'accord? C'était le film Get de El-Kabet, de Ronit El-Kabet, ce fameux film extraordinaire, qui est dramatique, qui a montré que les tribunaux rabbiniques, véritablement, c'était le Moyen-Âge. Une fois que d'abord, à mon avis, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai eu un autre regard seulement, c'est qu'il y a eu une évolution. Je veux commencer par le côté négatif. Il y a encore, vous savez, dans les tribunaux rabbiniques sont très indépendants, c'est-à-dire que à Jérusalem ou à Tel Aviv, vous avez des Erkevim, des trois Dayanim. Il y en a encore qui font partie de l'ancienne génération. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que presque 80%, ce sont des tribunaux rabbiniques qui vont très, très, très en avant, qui sont au contraire féministes. Okay, vous avez encore entendre les avocats entre eux lorsqu'on dit il y a des avocats qui ne veulent pas représenter des hommes. Pourquoi ? C'est beaucoup plus compliqué de représenter un homme que de représenter une femme. Et je dis, moi, aujourd'hui, je le dis vraiment, j'ai des preuves, je pourrais le dire, qu'aujourd'hui, vous avez les Dayanim, aussi bien à Jérusalem, le Rav Ushishkin, le Rav Lavi, le Rav Shtesman, sont vraiment des orthodoxes et qui sont féministes, en fait. C'est eux, il n'est pas question qu'une femme soit délaissée, qu'une femme n'ait pas son guet. Et au contraire, je crois que cette image d'un tribunal rabbinique contre la femme, ça a changé. Je vais vous donner un autre exemple. On en parlera, il y a une concurrence, vous savez, entre le civil et le rabbinique. Et jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, les femmes, elles allaient au civil. Et moi aussi, je leur disais, bien que je travaille dans le tribunal rabbinique, je disais, il vaut mieux aller dans le civil. Depuis une dizaine d'années, ça a changé. En fait, les femmes, elles vont chez le rabbinique, parce qu'à tous les niveaux, au niveau de la pension alimentaire, au niveau de la rapidité du procédure, au niveau de la garde des enfants, qui dans le civil, c'est automatiquement ce qu'on appelle mishmoret meshouté, la garde partagée dans les tribunaux rabbiniques, c'est pas comme ça. Et donc, d'une manière générale, si vous voulez, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que les femmes qui ouvrent les dossiers, en grande majorité, les ouvrent
dans les tribunaux rabbiniques et pas dans le civil. Je crois que c'est la preuve. À quoi est due cette évolution d'après vous ? C'est une évolution des mentalités ou peut-être... D'abord, je vais vous dire, je ne veux pas défendre tout le monde rabbinique, mais il faut dire que il y a eu à l'intérieur du monde rabbinique une évolution. Ouais. Comment ils ont été influencés, ça, je crois qu'il faut faire une étude, un doctorat sur ça. Vous savez, les choses sont toujours interactives. C'est sûr qu'il y a eu énormément... D'ailleurs, on voit la différence entre les tribunaux rabbiniques israéliens, les tribunaux rabbiniques, par exemple, à l'étranger, je ne veux pas dire dans n'importe quel pays. En Israël, vous avez eu tellement de campagnes de presse, tellement de choses qui disent il faut les droits de la femme, l'égalité, etc. Et tout ça, tout ce monde-là. Au fur et à mesure, si vous voulez, ça a d'abord influencé, à mon avis, les rabbins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ouvrez le Shulchan Aruch, ça dépend comment vous le lisez. Dans le Shulchan Aruch, si vous savez le lire, eh bien, il y a des choses qui sont hyper féministe. Je vous donne un exemple. Une Tohénette rabbinite, une des premières Tohénettes rabbiniques qui était venue voir un rabbin, la femme était venue, elle dit, moi, il est violent, non, il me frappe pas, mais il est violence morale. Et le Dayan, ce que je vous raconte, c'est à 25 ans, avait dit, la violence morale, c'est pas une raison de divorce. Elle a pris le Shulchan Aruch. Elle a dit, ok, très bien. Elle a ouvert le Shulchan Aruch. Elle a montré le Shulchan Aruch. C'est écrit. Noir sur blanc. Et donc, ça dépend comment vous voulez. Et à mon avis, si vous voulez, il y a eu une interaction aussi bien entre la vie publique et les tribunaux rabbiniques et les rabbins, où il y a une grande évolution. Je peux vous dire mon expérience personnelle, quand ils voient une Tohénette rabbinite, quand ils voient des femmes, représentantes des femmes ou des hommes qui rentrent dans les tribunaux, vous avez énormément de respect, de kavod, d'intérêt, etc. Le monde a vraiment changé. Maintenant, juste un dernier truc, c'est vrai qu'il faut savoir parler le langage de ces rabbins-là. D'où l'importance d'avoir une Tohénette rabbinite. Oui, au Tohénette rabbinite ou au Tohénette rabbinite, mais je veux dire, il faut savoir parler, l'avocat aussi sait le faire, il faut savoir, si vous voulez, parler le langage. Être contre, c'est perdre d'avance. Être pour et savoir manœuvrer, alors vous arrivez à obtenir beaucoup de choses. Pour terminer, Cathy, alors il y a eu beaucoup de lois qui ont été passées, qui ont été votées, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire pour encore améliorer encore plus la situation aujourd'hui? Mais évidemment, il y a énormément de choses, parce que bien qu'on a donné une image positive, il y a encore beaucoup de problèmes. Vous avez encore des femmes qui n'arrivent pas à voir leur divorce pendant des années. Vous avez également le problème des hommes, à mon avis, ce n'est pas traité, et ça doit être traité. Je le dis, moi qui représente à 90% des femmes, je pense qu'il y a un problème sérieux également. Vous avez de plus en plus des femmes maintenant qui utilisent également le divorce pour obtenir des intérêts financiers, etc. Et ça, la loi ne protège pas les hommes véritablement, et donc il faut réfléchir à ça. Et surtout, si vous voulez, cette nouvelle loi qui est passée, qui permet justement d'accélérer le processus, que je vous ai expliqué, l'histoire de 4 ans maximum, à mon avis, ça doit être encore amélioré, parce qu'il n'est pas acceptable que les choses traînent. Les choses doivent être réglées le plus rapidement possible. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, Cathy, et à très bientôt. À très bientôt. Alors que nous approchons du premier mois de guerre entre Israël et le régime iranien, plusieurs constatations s'imposent. D'abord, la coordination entre Israël et les États-Unis tient bon. N'en déplaise aux médias israéliens hostiles au Premier ministre, qui s'efforce en vain de trouver des failles dans ce partenariat historique, Trump ne se lasse pas de répéter qu'au travers de cette guerre, Israël est devenu l'allié numéro 1 et privilégié des États-Unis. Sans parler, bien entendu, des généraux américains époustouflés par les performances de l'armée de l'air israélienne. Dans le pire des cas, comme celui qui pourrait se produire au cours des prochains jours, si le président américain, pressé par une opinion publique impatiente, venait à lâcher Israël et par exemple à vouloir signer un accord de cessez-le-feu avec l'Iran, eh bien il est probable qu'il accorderait malgré tout à son ami Bibi une carte blanche pour continuer à frapper soit le régime des Mollahs, soit au moins le Hezbollah au nord d'Israël. Lorsque la guerre sera terminée, on peut raisonnablement espérer que ce partenariat entre les États-Unis et Israël se transformera en une véritable alliance militaire et diplomatique entre les deux pays, une alliance qui, avec l'aide de plusieurs pays arabes modérés du Golfe Persique, pourrait se substituer peut-être à cette fameuse OTAN qui a si profondément agacé Donald Trump par son silence durant cette guerre et qui certainement donnera une nouvelle ampleur au fameux accord d'Avraham. Second point important, un immense coup de chapeau bien entendu à Tsahal et au Mossad. L'armée de l'air israélienne a prouvé qu'elle était sans complexe la meilleure au monde en allant frapper avec une
intensité et une précision sans précédent les cibles iraniennes. Quant aux brigades de fantassins, Givati, Golani, parachutistes, Nahal et les blindés, eh bien, ils ratissent méticuleusement chaque kilomètre carré du sud Liban actuellement afin de neutraliser les terroristes du Hezbollah qui s'y trouvent encore. Enfin, les services de renseignement militaire et le Mossad, sacré par l'Occident, meilleur service secret au monde, apportent une pluie d'informations toutes plus performantes et plus précises les unes que les autres et complètent ainsi un tableau incroyable de l'armée israélienne et des forces de sécurité. Difficile d'imaginer qu'il s'agit de la même armée qui a si cruellement failli le 7 octobre 2023. Troisième point, le dossier palestinien. Il est à nouveau balayé par l'histoire. La catastrophe du 7 octobre, je vous le rappelle, avait remis sur le devant de la scène internationale le dossier palestinien et indirectement avait favorisé la reconnaissance par de nombreux États occidentaux d'un État palestinien. La guerre entre l'Iran et Israël a à nouveau renvoyé ce dossier aux oubliettes. Binyamin Netanyahou tient donc ainsi d'une certaine manière sa revanche sur un Emmanuel Macron qui avait enfourché avec beaucoup trop d'ardeur ce pur sang palestinien. La force de dissuasion israélienne est au plus haut. Elle a perforé le plafond d'air qu'elle s'était fixé au lendemain du 7 octobre et pourtant, malgré sa puissance de feu, malgré ses stupéfiantes prestations, le mur de fer israélien dont parlait Vladimir Zeev Jabotinsky en novembre 1923 n'est apparemment pas suffisamment haut pour dissuader les ennemis d'Israël. La haine que nourrissent ensemble l'Iran, le Hezbollah et le Hamas reste bien plus farouche et viscérale que tout autre sentiment. Le Hamas sunnite s'est montré au cours des 2 dernières années prêt à sacrifier des dizaines de milliers de Gazaouis dans l'espoir de voir l'État juif disparaître. Aujourd'hui, l'Iran et le Hezbollah en font de même. Concrètement, leur désir d'exterminer l'État d'Israël est plus fort que leur volonté de vivre. Un journaliste qui lui demandait quelle était sa première pensée le matin au réveil, feu Ali Khamenei avait répondu « détruire Israël ». Autre point important, Erdogan, l'un des grands perdants de la confrontation actuelle. Avant la guerre, le leader turc était au summum de sa puissance. Trump avait vanté ses mérites et le considérait comme son ami. Erdogan avait même réussi à obtenir du Hamas la libération des 20 otages vivants en septembre dernier et Trump l'avait récompensé en lui offrant une place de choix dans le processus de reconstruction de la bande de Gaza. Et comme bonus, il lui avait même promis à l'armée turque les fameux avions de chasse furtifs F-35. Cette proximité avait alors préoccupé Jérusalem qui se demandait si elle n'allait pas faire les frais de ce rapprochement déroutant. Erdogan avait donc de bonnes raisons de se donner des airs de sultan turc, mais la guerre contre l'Iran a bouleversé la donne. Celui qui se prend pour le nouvel Atatürk a compris que Donald Trump lui avait préféré son ennemi juré, Binyamin Netanyahou. Résultat, la Turquie, qui se considérait comme une véritable puissance régionale, est en train de découvrir que la place lui a été dérobée par Israël. Profonde déception. Enfin, la société israélienne. Et oui, il faut en parler. Une société israélienne qui a fait montre d'une résilience à toute épreuve. Depuis maintenant près d'un mois, les Israéliens respectent scrupuleusement, à quelques exceptions près bien entendu, les consignes de la défense passive et descendent dans les abris publics plusieurs fois par nuit, surtout dans le centre du pays. Et même si certains experts se demandent quelle sera la stratégie de sortie de crise, l'immense majorité de la population israélienne presse le gouvernement d'aller cette fois-ci jusqu'au bout, tant contre l'Iran que contre le Hezbollah. Et à défaut de destituer le régime des mollahs, les Israéliens sont prêts à se contenter d'une démarche de la part de l'opposition iranienne en espérant que ses opposants se montreront capables de prendre le relais et d'asséner aux ayatollahs le coup de grâce.